Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomasy, je suis stand-upper. Vous êtes sur Plein Pouvoir, mon podcast. Quelqu'un très gentiment qui m'a écrit la semaine dernière: super l'épisode avec Rosa Bernstein. En revanche, je n'ai rien compris au principe. Alors, le principe du podcast, il est simple. Je reçois des gens dont j'apprécie le travail, souvent des camarades stand-uppers, stand-uppeuses. Je leur file les pleins pouvoirs pour la durée de l'émission, plein pouvoir fictif évidemment, et on voit ce qu'il ou elle en ferait. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Certes Mathurin, qui est stand-upper, qui a un parcours hyper impressionnant, hyper captivant. On parle avec lui de plein de choses, notamment de ce qu'il ferait pour Haïti, il est franco-haïtien, et aussi pour la ville de Persan où il a grandi et qu'il décrit comme une ville mi-Kaira, mi-Ch'ti. Par exemple, quel genre de sortie scolaire il proposerait pour les jeunes de Persan et aussi pour les jeunes du 16e. J'adore l'épisode, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que nous à le faire. Si vous avez des commentaires, des choses que vous avez aimé, compris, pas compris, laissez des petits commentaires ou des petits DM. Je les lis avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bon épisode. Est-ce que tu acceptes sans plus tarder ce sceptre qui symbolise les pleins pouvoirs pour la durée de l'émission? Je vais évidemment le prendre le pouvoir. Est-ce que ça t'attire le pouvoir, tiens? En fait, ça m'attire pas en tant que tel, parce que j'ai une phrase d'un rapport que j'aime bien, Dixon, il fait « Mon but de la vie est clair, je ne veux pas recevoir d'ordre, mais je veux pas en donner. Et c'est un peu mon état d'esprit, d'être assez indépendant, et j'ai pas le plaisir à donner des ordres aux gens. Ouais. Et j'en prends pas du tout à en recevoir, donc personnellement, ça ne m'attire pas. Par contre, le monde qu'on a créé nécessite d'en avoir, nécessite de... Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui n'ont pas forcément le cœur. Le pouvoir est indispensable, il faut le cœur et la tête. Il y a beaucoup de gens qui ont la tête et pas le cœur. Et je pense que j'ai le cœur. Ma mère m'a transmis beaucoup de valeurs. J'ai pas de jalousie en moi, j'ai pas d'envie, j'ai pas ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont. Donc si je dois avoir du pouvoir, je pense que vu ce que je fais, c'est presque, ça arrivera. Et même ça arrive, je le vois. Mes décisions, on me demande des trucs qu'on me demandait pas avant, que ce soit en France ou en Haïti. J'ai accès à part, je parle avec des personnes à qui je parlais pas. Je vois le truc où la vie elle m'emmène, à part mes actions. Mais c'est pas genre j'ai un plan, je veux comme je sais pas moi, Attal, t'as 17 ans et tu sais où tu vas aller. J'ai pas ce truc là. Par contre, en fait, je sais pas, c'est l'intuition. Je sens que parce que je fais beaucoup de choses sociales, des actions, je suis président de 2 associations, des trucs que je fais au quotidien et qui m'emmènent, mine de rien, que je veuille ou non, vers là-bas. Ça m'attire pas, plus que ça, parce que je pense que ça peut te faire vriller. Et pour que ça ne te fasse pas vriller, il faut mettre des garde-fous. Et moi, je mets des garde-fous un peu partout je fais pas exprès, je continue à habiter près de la banlieue ou dans les endroits populaires volontairement. Je continue à diriger mes associations alors qu'elles ne me rapportent rien volontairement. Il faut rester en contact avec les gens si un jour tu as des décisions à prendre pour 10, 15, 20, 30 millions de personnes, que ton cœur il soit capable de ressentir l'action que tu vas prendre, quel impact elle aura sur ces personnes-là. Et c'est des garde-fous que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du pouvoir n'ont plus et qui sont des... Donc, en Haïti, je fais pas mal de choses, je bosse beaucoup avec des gens très haut placés, des directeurs d'université, des avocats, des politiciens en Haïti, et je les écoute, c'est des gens hyper intéressants, et on parle, et je pense que le pouvoir, c'est le pouvoir que t'as pas demandé, et qui t'arrive parce que tu es la personne qui est au bon endroit au bon moment. Il y a un peu ce truc-là, je pense. T'es légitime. Est-ce qu'il y a tu parles d'Haïti, est-ce qu'il y a un monde du multiverse où t'es le président d'Haïti? Président, non. Enfin... Président d'Haïti, je mourrais vite. J'en suis persuadé. Le dernier président, il s'est fait buter dans son lit. Hein. C'est un job très risqué. Après, j'ai pas peur de mourir pour ça, honnêtement. On choisit pas comment on est, mais on choisit comment on meurt. J'ai pas trop peur de mourir pour ça. C'est peut-être un peu dur pour dire ça à la caméra. Mais je suis honnête, je suis complètement honnête. Mais Premier ministre, je préférerais. Ou ministre. Peut-être un tout petit peu moins. Parce qu'en fait, il y a trop de blabla quand t'es président. Dans le job président qu'on a créé, c'est plus un délégué qu'un quelqu'un d'action. Constitutionnellement parlant, tu peux encore être... Non, je pense pas. Je pense que non. Après, j'ai la double nationalité. Moi, je suis né haïtien jusqu'à 17 ans. Je suis devenu français à 16 ou 17 ans. Et là, depuis quelques années, j'ai les 2 nationalités. Je suis français haïtien, donc je suis franco-haïtien. Je suis né en France. Mais mes parents, j'étais haïtien jusqu'à 16 ans. Donc, à regarder, peut-être qu'il faut être né dans le pays, mais honnêtement, je peux être président d'Haïti. Il y a des gens qui sont beaucoup plus influents, Pour moi, l'abbé Pierre a eu beaucoup plus d'impact sur la France que la plupart des présidents de ces pays. Il n'y a pas forcément besoin d'être président pour... Il y a beaucoup d'ego, je pense, dans ce job de président. Haïti, c'est un pays où il y a
toutes les images qui nous parviennent, bon déjà c'est toujours quand il y a un tremblement de terre, bien sûr. Dans le bidule, ou là en ce moment c'est genre les gangs qui sont en train de prendre le pouvoir et tout, bon j'imagine c'est compliqué et tout, mais bien sûr. Toi j'imagine que ton expérience du pays c'est pas que ça. Est-ce que tu as un souvenir ou une expérience à partager pour expliquer aux gens émotionnellement c'est quoi ce pays pour toi? Après mon premier spectacle, je crois, Storyteller, je suis parti en Haïti pendant 8 mois. Okay. J'ai dirigé une association là-bas. Et donc je suis resté longtemps et tout. J'ai rencontré mon ex là-bas, d'ailleurs une journaliste espagnole. J'ai rencontré en Haïti. La preuve qu'on peut rencontrer des gens. Tu vois, je restais avec elle pendant 3 ans, je crois, comme ça. On est venus ensemble et tout. Donc c'est des choses, toi, je suis sûr que plein de gens se disent que tu peux pas rencontrer une journaliste ou un truc. Bah non, c'est complètement faux. Tu vois, j'ai fait des potes à qui je suis encore pote aujourd'hui. J'ai vu une amie à moi. Là, j'ai créé un film avec un écrivain haïtien que j'ai rencontré en Haïti et que j'ai vu en France. Aujourd'hui, on est potes. Et aujourd'hui, il est prof à Princeton aux États-Unis. Il y a toutes ces histoires-là en Haïti, en fait. Il y a toutes ces histoires-là. Il y a des gens qui. J'ai une amie qui est une pote à moi qui est docteur en Haïti. C'est pas facile, mais bah, je l'ai vu à Noël là. Elle est venue en France quelques temps, mais je l'ai vu 2-3 jours à Paris. C'est ça aussi Haïti. C'est pas qu'un pays qui ne va pas bien, il y a beaucoup de choses qui vont pas, évidemment, comme beaucoup de pays, mais c'est pas que ça. Et c'est très. Après, en fait, j'en veux même pas aux gens de voir ça comme ça, c'est que Haïti, tu connais pas. Haïti, c'est un pays qui a 15 millions d'habitants. Haïti, c'est la Belgique. Beaucoup de gens déjà confondent pensent que c'est comme la Guadeloupe, la Martinique. La Guadeloupe, c'est 400 000 habitants, c'est Bordeaux. Haïti, c'est la Belgique. C'est pas comparable déjà. Déjà, en état, c'est le plus grand pays de la Caraïbe en population. Donc ça. C'est pas une ville, c'est un pays. Quand il y a eu le tremblement de terre, tout le monde a pensé que le pays était détruit. Ça a touché que la capitale Port-au-Prince. Les gens du sud et du nord, ils n'ont pas été touchés. Toi, déjà, tu repositionnes comme si un tremblement de terre touche Marseille, quoi. La France n'est pas détruite quand t'as touché Marseille. Donc il faut déjà, mais ça c'est un peu de culture générale. C'est un pays de la Caraïbe, donc déjà. Enfin, si tu trouves que la République dominicaine, si tu trouves que les Bahamas c'est beau, Haïti c'est beau, c'est la même zone, c'est les mêmes paysages, c'est les mêmes plages, c'est les mêmes trucs, c'est comme si, la Méditerranée, que tu sois en Grèce, en Italie ou dans le sud de la France, globalement c'est la même chose parce que c'est la même zone. C'est pas parce que tu as mis une frontière que la nature elle était là avant les frontières. Donc il faut sortir cet esprit-là qu'il y a que les tremblements de terre et des pays gens pauvres. C'est un pays magnifique sur plein de choses. Haïti ça veut dire terre montagneuse en taïnos, c'était des Indiens qui étaient là avant. C'est très montagneux. La randonnée, mais en Haïti tu vas kiffer de ouf. Moi tu prends un petit âne, un grand âne parce que je suis un peu costaud et tu montes dans les montagnes, c'est des trucs que j'ai fait qui sont incroyables, qui sont très méconnus. C'est 8 mois du coup. Ouais, mais j'y vais régulièrement tous les ans. Là, j'y ai pas été, il y avait le Covid et là c'est un peu dangereux. Mais je devais y aller en janvier. J'ai pris mes billets. Je suis parti voir mon grand-père qui habite en Floride. Il y a beaucoup d'Haïtiens à Miami et j'avais pris mes billets. J'étais donc le dimanche en Floride et un cousin à moi m'appelle, il me fait certes viens pas. Je devais partir le lendemain, il me fait viens pas et tout. C'était un peu le début des gangs, des troupes. Ouais, mais c'était surtout dans la capitale, mais là ça commençait à un peu gangréner le reste du truc. Donc j'ai changé mon billet, je suis parti au Belize à la dernière seconde. Ma copine elle est partie au Belize alors que j'avais prévu d'aller en Haïti encore. Donc ça me désole par contre de fait qu'on peut pas y aller ou que c'est dangereux, on va pas se mentir, c'est assez dangereux, mais parce que le pays est complètement gangréné par la corruption. Et que ça c'est un truc aussi qui est mécanique, qui est pas valable que pour Haïti, c'est que dès que les gens sont pauvres ça crée la même chose, des troupes, c'est mécanique dans l'histoire de l'humanité. On oublie que on prend le 14 juillet 89, c'est parce que les gens ils en avaient marre, ils crevaient la dalle, ils sont partis tuer le roi, c'est toujours la même chose. Toujours des gens pauvres qui en ont marre, qui foutent le bordel parce que c'est le seul pouvoir qu'ils ont. Et là en Haïti c'est ce qui se passe. Trop de corruption, ils se disent frérot l'essence est trop chère, on va tout péter quoi. Quel livre tu mettrais au programme d'auteurs au pluriel haïtien, tu mettrais au programme? C'est un pays de poètes, c'est un pays d'écrivains, c'est un pays d'auteurs, t'as des grands écrivains haïtiens. J'invite les gens à lire Daniel Ferrière qui est d'ailleurs qui est à l'Académie française actuellement, Gary Victor. Là je suis en train d'en lire un, mais c'est un peu un livre de géopolitique. Haïti dans le monde, dans le passé, dans l'avenir. Je pourrais pas te dire l'auteur. En une phrase? On les a pas beaucoup aidés. En fait, c'est un pays qui a obtenu son indépendance par la force. Donc ils ont tué l'essentiel sous Napoléon des Français, des trucs sur l'île parce qu'il y avait beaucoup d'esclaves. C'était l'île la plus rentable de la France. On oublie beaucoup, je sais pas si on veut l'oublier, mais que soit la France, l'Angleterre, pourquoi ces pays sont aussi puissants, c'est parce qu'ils avaient des colonies dans le monde entier. Et c'est de l'histoire, c'est pas de la rancœur, c'est
mécaniquement de l'histoire. C'est pas pour rien que la France continue à garder Guyane pour avoir Kourou pour Cayenne, qu'on a besoin de la Martinique et de la Guadeloupe, la Réunion. C'est historique, quoi. Et donc Haïti, au bout d'un moment, comme c'était très rentable, ils ont vu, il y avait 500 000 esclaves, ils ont dit, putain, on est beaucoup là. On va peut-être les tuer, on va les tuer, voilà. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et pour que ils montrent pas l'exemple à toutes les autres colonies, toutes les autres zones esclavagistes, il y a la dette, mais surtout il y a les autres pays leur ont mis la misère pour que ils voient pas que les autres pays noirs. Que ça donne pas une envie. Mais vraiment, mais vraiment. Donc le pays s'est construit comme ça, avec des ennemis qui étaient les États-Unis, l'Espagne, la France, l'Angleterre. Non, il faut pas que les autres pays fassent comme Haïti. Donc ça t'aide pas du tout à démarrer un pays, clairement. Et c'est genre ils ont fini de rembourser la dette limite dans les années 80, mais genre Hollande l'a annulé. En 2010, elle date de 1800 et que... Ouais, donc déjà cette dette t'aide pas très clairement. Pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en fait on oublie souvent que l'esclavage c'est un modèle économique. On pense que c'est juste de la domination, c'est un modèle économique. C'est des gens qui travaillent gratuitement 7 jours sur 7 pour te faire des produits. Napoléon a dit ok, on vous rattaque pas. Par contre faut nous payer parce que il faut nous dédommager. Donc on a compté combien il y avait d'esclaves, qu'est-ce qu'ils produisaient par an, et ça donnait l'équivalent de 20 milliards. À vérifier le chiffre. Donc c'est énorme pour un pays comme ça. Et si tu payais pas, t'étais un peu dans la merde. Donc l'essentiel, tu sors de l'esclavage, ton peuple n'est pas éduqué. C'est des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Donc c'est pas non plus facile, hein. Un peuple pas éduqué à le faire progresser et tout, c'est pas easy. C'est pas 500 000 gens qui sortaient de doctorat, hein. C'est 500 000 esclaves, quoi. C'est pas facile à diriger. Donc c'est des trucs qu'il faut prendre en compte, qui fait que établir une démocratie qu'on considère comme bien, ça prend des siècles. Là, nous, on peut faire les malins en Occident, dire ouais, mais c'est sauvage et tout, je sais pas quoi. Frérot, la France, elle s'est pas construite en 3 jours. Il y a encore pas très longtemps. J'en parle sur. Tu sais, je dis, mon père, il a grandi dans un pays du tiers-monde, qui était juste la France des années 40. Et je te jure, il te raconte des trucs. Mais évidemment. Bon, il n'y avait pas l'eau potable, il n'y avait pas le machin, il n'y avait pas l'électricité, évidemment. Il me raconte en hiver, tu sais, c'était genre, on lui mettait une brique chaude sous sa couette. Pour pas parce qu'il n'y avait pas le chauffage, et il faisait 2 degrés, mais des trucs vraiment genre mec, les grands-parents. C'était pas il y a très longtemps. Mais évidemment, tu vois. Évidemment. On est très arrogant. Je pense qu'on est une espèce d'arrogance. On oublie vite, on pense que tout a été comme ça tout le temps. Non. Déjà avant Internet, juste. De fou. Déjà avant Internet, si t'avais pas un dictionnaire, tu t'ouvrais pas ta gueule. Notre cerveau, il a oublié ce que c'était. Moi j'ai 38 ans, j'ai 38 ans, mec, j'ai vu l'ordinateur arriver. Il y avait des francs quand j'étais petit. Il n'y avait pas de téléphone portable. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Là, pour nous, même, on a du mal à se dire, tu sors de soirée à 2h du matin, on rentrait comment? Aujourd'hui, il y a Uber, mais on rentrait comment? On le faisait. J'ai oublié. On prenait des bus de nuit où tu marchais longtemps, où tu t'organisais, où t'attends pendant 1 heure. Et si t'avais l'argent pour en prendre un taxi, moi j'ai pris une fois le taxi pour rentrer à Persan-Beaumont. Je l'ai pas fait 2 fois. Je dormais, j'attendais avec mon meilleur pote. On attendait, si on ratait le train, on attendait le dernier train de minuit 45, il fallait attendre 6h du matin. On marchait, on attendait, on achetait des crêpes à Saint-Michel jusqu'à qu'il y ait le premier train de 6h du mat, quoi. Alors, avant qu'on aille sur Persan, mesure pour Haïti. Il y en a plein, parce que c'est pas une question que je me pose que de temps en temps, je me la pose pas mal et on se la pose à plusieurs. Au pluriel pour Haïti. Il y a plusieurs choses à faire en même temps. La première des choses, déjà il faut accepter quand tu as des mesures à ce niveau de pouvoir qu'il y a du court terme, du moyen terme et du long terme. La court-termiste, c'est éradiquer ces gangs, mais c'est la sécurité, donc retrouver la sécurité. Et la mesure, je sais pas, je peux pas te la dire à la caméra, elle est gangsta. C'est trop, il y a des gens qui vont mourir. Il y a un écrémage, quoi. Il y a des gens qui vont mourir, quoi. Il y a des gens qui vont. Il y a des gens c'est des enfants, c'est des enfants soldats qui sont nés dans la rue quasiment, ils ont pas de parents. Depuis qu'ils ont 6 ans, ils sont dans la rue, ils ont 15, 16, 17. Tu leur remets des armes, ils ont pas. Tu penses, oui, on va les mettre à la MJC. Frérot, ces enfants, c'est pas en 2 jours que tu vas régler le problème. C'est des problèmes beaucoup plus ancrés. Donc c'est pas facile. Ensuite, l'éducation qui reste la base. L'agriculture qui est la base. Un truc qu'on oublie beaucoup, mais bon, il y a plusieurs mesures de ce type-là, quoi. Toi, quand tu y vas, je sais pas, ça te fait quand l'avion atterrit, tu ressens quoi? C'est quoi ton émotion? T'es content, t'es excité, t'es comme un enfant, t'as un peu peur de comment le pays est devenu. Tu sais, c'est quoi le... C'est quoi quand je suis en Haïti, je suis en mission. Je fais pas de stand-up, je fais pas tout ça. Je suis pas là pour ça. Faire bouger des trucs. Je suis quelqu'un de très actif, très...
t'es visible du coup. T'es Ouais, un peu. Et en tant qu'artiste, parce que les gens sur TikTok, Instagram et tout, les gens, ils ont tout le monde Internet. Hein. Et puis aussi, je connais des gens haut placés. Je suis dans le conseil d'administration d'Haïti Future, qui est une très grosse association qui bosse avec beaucoup d'écoles, plus d'écoles même que l'éducation nationale, parce qu'il y a l'essentiel des écoles en Haïti, elles sont privées. 90% des écoles en Haïti sont privées. Donc l'éducation nationale en Haïti, elle n'a pas d'impact. Quoi. Si le ministre dit on fait ça, ça va toucher que 10% des écoles. Les autres, elles sont indépendantes. Et nous, on bosse avec près de 1000 écoles, donc ça fait que c'est beaucoup. Donc voilà, passer dans les écoles, voir si tout est ok. J'organise des tournois d'échecs beaucoup avec les enfants. Toi, en fait, quand tu y vas, t'es en voyage d'affaires, en fait. Ouais, affaires sociales. Affaires sociales, exactement. Ouais. Et c'est marrant que Je bosse l'agriculture, je bosse avec des agriculteurs, on essaie de développer l'agronomie sur les zones où mes parents habitent pour créer de l'emploi. Donc moi, c'est ce que je fais en Haïti. Et quand tu y vas, tu veux jamais jouer de stand-up? Non, là déjà, c'est pas loin. Ouais, non, j'ai déjà leur parler non. Déjà, je pense que je mets pas ma tête dans ça. Ouais. Et deuxièmement, franchement, j'ai peur. Hein. Ouais. Je sais pas si j'arriverai à être drôle. Hein. Ah ouais. Quand tu t'as peur, c'est pas ta peur. Non, j'ai pas peur physiquement. C'est pas facile. Ça nous demande du taf, de faire du stand-up de qualité. Et retrouver de. Je sais plus qui disait, c'est quand tu joues en prison, t'es là avec tes. Vous avez remarqué les embouteillages? Ouais, c'est pas easy. On s'en fout. Ouais. Il faut que tu nous parles de ce qui nous parle, nous. Alors je comprends pas les métiers de prison, mais c'est juste quand t'as pas les mêmes références du tout. Après, comment tu réintéresses les gens à ce que t'as à leur dire? Après, je vais te dire un truc, c'est que ça dépend à qui tu parles en Haïti, c'est comme ça dépend à qui tu parles en France. Hein. En Haïti, les gens ils sont très très bien, je peux leur parler des mêmes trucs. T'as pas remarqué sur Tinder, il y a Tinder en Haïti. Hein. J'ai rencontré mon ex sur Tinder. Hein. Donc tu peux leur parler de ces trucs-là, hein, mais ça ne concernera pas tout le monde. Et putain, je me sentirais. Non, j'ai pas envie de parler de ça, quoi. Ouais, je comprends. Par contre, je sais que la force de l'humour, parce que ce que j'essaie de faire en France, c'est que quand même tu peux passer des messages. C'est peut-être l'étape après. J'ai créé un spectacle uniquement pour Haïti, peut-être, mais pas maintenant. Il y a des trucs effectivement, il y a plein de trucs qui sont valables que pour les Haïtiens, quoi, et qui vont rire, je le sais. Ça, tu m'ouvres un peu l'esprit sur un truc. L'un des problèmes principaux de ce pays, d'après moi, et je pense que c'est très profond, c'est la paranoïa. Les Haïtiens sont parano entre eux. Il y a très peu de confiance. Il y a des pays qui sont très solidaires, et qu'on peut juger ou non. D'autres diront, les Juifs sont très solidaires. C'est dans la nature de la communauté. Les Chinois sont solidaires. Les Haïtiens sont pas solidaires. Mais vraiment pas. Et ça, c'est national et c'est triste parce qu'en fait c'est hyper important pour qu'il y ait un peuple qui puisse être ancré. Ouais, tu peux pas bâtir s'il y a pas le truc de patrie, de truc, il est important, quoi. Et parce qu'en fait ils permettent de protéger les ennemis, parce que les autres pays c'était voisins, mais quelque part c'était des ennemis. Ils veulent, c'est mécanique, ça, c'est le principe du capitalisme. Et j'ai un très beau sketch que j'aimerais écrire sur ça. Mes parents ils m'ont toujours appris à me méfier des autres Haïtiens. C'est pas normal, quoi. Et tous on les apprend à nous méfier. C'est pas normal, quoi. Donc mais ça demande du travail de profondeur, d'où ça vient, pourquoi, parce que le prémisse c'est marrant et intéressant, mais je peux pas l'écrire en 2 secondes. Faut que j'arrive à comprendre. À comprendre. On va faire une sorte de speed dating des pleins pouvoirs. Je t'écoute. Première mesure. Je supprime l'argent. Ok. C'est une invention. Toute invention peut être désinventée. Et on fait quoi du coup, du troc? Ça prend un peu de temps, mais on remet en place un système qui, chaque action des gens est plus ou moins utile, quoi. Ok. Qu'est-ce qui t'énerve avec l'argent? Parce que c'est quand même assez pratique. C'est pratique de fou, mais ça crée une armée de métiers qui sont essentiels des métiers qui servent pas à grand chose. Ok. Alors que s'il n'y a pas d'argent, tu te démerdes pour être utile. Ok. Donc tu te démerdes, tu te retrouves un peu plus en toi. Je sais pas, si tu t'es manuel, tu trouves il y a plein de métiers manuels à faire. Ça demande de visualiser un monde complètement différent. Mais un monde où l'essentiel des gens est utile, c'est quand même pas mal. Là, il y a quand même beaucoup de jobs qui ne servent absolument à rien. Il y a trop de digital marketing. Ouais, il y a vraiment beaucoup. Et parce qu'il y a de l'argent, donc on peut le mettre dans ce genre de job-là. Mais je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Faut revenir un peu au basique. C'est même pas pour enlever le qui anticapitaliste. Je pense que ça. Il y a plein de gens qui sont malheureux. Ils ont de l'argent, mais ils sont malheureux parce qu'ils font les trucs qui se réveillent. Moi, j'ai travaillé en marketing chez L'Oréal. Frérot, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire de ma journée? Et ça rend malheureux au bout d'un moment. Donc, non, mais faut pas se mentir, c'est des jobs fictifs. Quand tu prends un peu de recul, c'est. Dès l'instant, en fait, je me suis dit, si tu peux pas expliquer à un enfant de 6 ans ce que tu fais, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème.
Et on s'habitue, mais ça aussi, la nature humaine, c'est qu'on s'habitue à faire ça, à croire que c'est normal. Ah, frérot, c'est pas normal. Ton job, t'es consultant en CS2I, on s'en bat les couilles, hein, vraiment. Il y a une utilité quelque part. Il y en a une, évidemment, si on extrapole, le monde, il fonctionne comme ça. Mais dans un monde avec un peu l'enjeu écologique, demain, il y a un truc, il y a disons qu'il y a un effondrement. Il y a un gars qui devient chef. Chef, c'est un job utile, par exemple. Je suis pas contre les managers. C'est un job utile parce qu'il y a des gens qui ont des compétences naturelles, le charisme, pour pouvoir qu'on le suive. Ok, toi, tu sais faire quoi? Ok, tu t'es fort en agriculture. Ok, tu vas nous nourrir. Tu sais faire quoi? Tu peux construire des trucs. Toi, tu es quoi? Consultant en SS2I. Tu vas servir d'engrais à l'agriculteur. Là, il peut être utile. Elle est peut-être un peu dure, cette blague. Non, c'est tranquille. Nouvelle fête nationale. Nouvelle fête nationale, une fête positive. Le 14 juillet, c'est une fête où on a buté beaucoup de gens. 8 mai, il y a beaucoup de gens qui sont morts. 11 novembre, c'est ma date de naissance. Beaucoup de gens, on a fait une fête de, je sais pas, trouver un truc bien cool. Ouais. Finale de la Coupe du Monde 98. Franchement, je te promets, il y a plus de sens que le 14 juillet. Il y a plus de bonnes vibes. Il y a plus de bonnes vibes. Ouais. Ça rappelle les jeunes qui sont pas nés, qui n'ont pas été nés à cette époque-là. Ah, putain, ça devait être incroyable. T'as envie d'y aller. Franchement, 14 juillet 1789, j'ai pas envie d'y être. Hein. Ouais. Moi, je suis noir, j'ai pas envie d'être là-bas. C'est pas du tout pour autant. C'est pas du tout mon époque. Hein. Non. Peut-être tous les 200 ans, faudrait dire, venez, on trouve une nouvelle date. Parce que c'est vrai que pour tous les non-blancs, le 14 juillet, c'est genre... Mais je comprends pourquoi elle a été choisie. Mais en fait, c'est peut-être, je pense que un peu plus de bonne vibe. Ok. Nouveau musée, un peu plus d'anthropologie, les musées de la danse, les différentes danses du monde. Moi, la valse à 3 temps, la bachata, c'est pas un truc où tu comprends d'où vient la danse. Il y a un truc intéressant avec la danse. C'est un truc que mondialement tout le monde danse. Pourquoi les danses sont différentes? Je sais pas, un musée de la danse. Nouveau rappeur que tu mettrais au programme? Un rappeur? Ou une rappeuse? Allez, un mec bonne vibe comme Gaël Faye, qui arrive à bien storyteller, à expliquer au peuple. Après, il faut 2-3 mecs directs. Hein. Il faut des mecs provoqueurs. Non, pas Booba, il va foutre la merde. Mais il est quand même très marrant. Il est quand même extrêmement marrant, ce type. On arrive à encore lui pardonner alors qu'il fait... Qu'est-ce qu'il est marrant, c'est chiant, quoi. Être drôle, ça te sauve beaucoup. Hein. Il est marrant. Là, il me fait vraiment marrer. Ok. Gaël Faye, un mec bonne vibe. Et une rappeuse? Une rappeuse. C'est mon côté un peu gaucho, mais une Kenny Arcana. Je connais pas. Kenny Arcana, très très grande rappeuse. Elle est une rappeuse marseillaise d'origine argentine, magnifique. Elle fait beaucoup, c'était une star à un moment, mais elle s'est cassée parce qu'elle voulait pas devenir une star, quoi. Ok. Grande admiration pour cette... C'était à quelle époque? Il y a longtemps? Ouais, les années 90, 2000. Okay. Ah ouais, m'a mis t'écoutes Victoria, t'écoutes Odyssée d'une incomprise, incroyable chanson. Ok. Je te conseille. Une nouvelle sortie scolaire pour les mecs du 16e. Il faudrait qu'il y ait une sortie scolaire où ils se rendent compte qu'ils ont de la chance. Ouais. Après, de la chance financièrement. Après, tu peux être malade, tu peux avoir des problèmes dans ta famille et tout. Et ça, c'est des choses qui sont universelles. Mais je pense qu'il manque un truc dans les enfants de riches et qui deviennent des adultes riches. C'est qu'ils se rendent pas compte que c'est pas la vie de l'essentiel des êtres humains. Il faut que cette sortie scolaire, elle soit... je les emmène passer la journée à parler avec des SDF dans la rue, à écouter leur histoire. Tu te rends compte que c'est pas quand on veut on peut. Ça, c'est une phrase de Richouet, quand on veut on peut. C'est pas vrai. La vie, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Donc c'est débrouillé, je ne peux pas la trouver en 2 secondes, mais cette sortie scolaire qui fait que tu te rends compte que tu as de la chance et que quand on veut, on peut pas forcément. Une sortie scolaire pour les mecs de banlieue. Petit, hein, j'entends. Ouais. L'inverse, quand on veut, on peut. Ok. Mais alors c'est pas forcément vrai, mais que tu vois que en fait, moi j'ai grandi en banlieue et pendant très longtemps il y a des choses que je pensais que c'était impossible. Mon cerveau avait du mal à y aller. Après j'ai toujours été inventif, créatif, donc je me crée mes propres petits mondes. Mais il y a beaucoup de gens à qui j'ai grandi qui me disent mais non, c'est pas pour nous, ça c'est impossible. Alors que quel que soit ce que tu fais, du mec le plus pauvre au mec le plus riche, c'est un homme égale un homme, quoi, un homme avec un grand H. Donc il rencontre à 13 ans, tu rencontres Xavier Niel, tu rencontres Bill Gates, Zuckerberg, tu dis putain mais en fait il a une crotte de nez là. Mais non, mais donc ça rend humain ces personnes-là qui ont l'air inhumaines et inatteignables. Ça changerait la donne de fou. Ça change la donne de voir qu'en fait putain, si c'est des êtres humains qui l'ont fait, peut-être que je peux le faire. Ouais, un truc d'imagination, quoi. Ouais. Et de
de cassage de barrières en mettant simplement un humain à côté de toi. Là, tu fais ce podcast-là, tu mets un petit de 12 piges qui est d'une famille nombreuse qui n'a pas de thunes, et tu lui mets un petit j'en sais rien, tu lui mets Justin Bieber à côté de lui, et qui parle et qui tape des barres, il va se dire qu'en fait... il y a moyen, Bah ouais, il y a moyen. C'est la chose la plus efficace pour se rendre compte qu'il y a moyen, en fait. C'est marrant, ouais, donc les riches, c'est genre... Parfois, quand on veut, on peut pas. Ouais. Et les mecs moins riches, c'est genre... Essaye de croire que tu peux. Exactement, Il y a exactement. moyen de pas avoir la barrière mentale, c'est intéressant. Mesure, c'est peut-être un détail pour vous. Une mesure que les gens ne vont pas remarquer nécessairement, mais qui est importante pour toi. Je limite les fortunes. 999 millions, 999. Et au-dessus... Ouais. Le compte en banque. Aujourd'hui, on est en 2024 technologique. Tu peux faire ça sur un compte en banque. Je limite. Il faut pas... too much, c'est too much. Ça dépasse l'entendement et ça devient incontrôlable pour qui que ce soit. Parce qu'en plus, les milliardaires, ce qu'ils veulent, c'est le challenge qui les c'est pas l'argent qui motive ces gens-là. Elon Musk, il a de la thune pour faire vivre les 1500 prochaines générations de sa famille. C'est plus l'argent, c'est plus probablement que l'espérance de vie de la Terre. C'est plus la thune, c'est le challenge. Je suis sûr qu'il retombe à zéro. Ça, putain, comment je fais pour devenir riche? Donne-le en fait. Vas-y. Donne Elon. Mais ils le feront pas, donc... Là, tu fais, tu crois que c'est le bug de l'an 2000, c'est le bug du 1 milliard. Tu disais, t'as grandi à Persan, c'est ça? Les villes un peu moyennes en banlieue, elles ont toujours deux trucs. C'est Deuil, Montmagny, c'est Persan et Beaumont, c'est deux villes différentes. Ok, c'est deux villes, ok. Donc c'est au nord de... Ouais, c'est le nord du Val d'Oise. Au nord lointain. Ouais, c'est collé à la Picardie. Quel genre d'environnement C'est que moi je trouve c'est une banlieue très dure. C'est des banlieues dures. Je le dis dans une vague, je fais c'est Mikaïra Mishti. C'est culturellement il y a rien. Il y a vraiment il y a pas de musée, il y a très peu de choses. Il y a un peu plus aujourd'hui. J'ai jamais été voir de spectacle, des trucs comme ça. Et en fait quand tu le veuilles ou non, en fait ça te met une barrière culturel par rapport au reste de la France et même de l'Île-de-France. Et il y avait un truc qu'on allait à Paris, il y a ce truc, les banlieusards, souvent ils arrivent en équipe à Paris, et je vais te dire un truc, c'est pas parce qu'ils veulent, c'est par peur. C'est qu'on connaît pas les codes et tu te sens plus fort à plusieurs. On allait toujours en équipe parce que en fait on connaît pas, on n'est pas chez nous, donc on sait jamais et tout. Donc il y a ce truc là parce qu'en fait tu restes chez toi, le petit aller-retour il te coûte 15 balles et t'as pas de thune, tu peux pas mettre 15 balles tous les dimanches pour aller à Paris. Ton truc il est en zone 5, donc c'est zone pareil, c'est zone 1, donc c'est vraiment la dernière des zones. En fait quand tu y vas c'est une fois de temps en temps. Mais je me souviens c'était la soirée, la sortie de. Sinon tu restes chez toi et chez toi il y a que dalle. Tu te souviens de ta première équipée à Paris je sais pas si c'était la première, mais on est parti au plus de Clignancourt. C'était la soirée, la truc de l'année pour moi. On avait un petit budget, c'était avec mon pote Stan, qui est toujours mon meilleur pote aujourd'hui. Et c'était ce qu'il fallait pour acheter le ticket, le ticket de métro, de train. Ce qu'il fallait pour acheter le grec, le kebab. Parce qu'on s'était arrêté à Anga-les-Bains, parce qu'il y avait un grec, le grec d'Anga, tout le monde le connaissait. Donc on s'était arrêté à Anga pour moi jouer au grec. J'avais 40 €, même pas, c'était pas en euros, pour aller acheter les Reebok classiques noirs. Je savais ce que je voulais, parce que les autres, elles étaient trop chères. Je me souviens exactement. Et on marchait, on regardait un peu, alors qu'en soi, on aurait pu le faire en 10 minutes. On a resté, je sais pas combien de temps, parce qu'on traînait au puce, quoi. On regardait, on négociait, alors qu'on n'avait pas là-dessus dans nos poches pour acheter les trucs. Donc c'était un peu ça, quoi. C'était, on y allait à plusieurs pour être entre potes, quoi. C'était vraiment la sortie du week-end. C'était grec, puce. Retour. Tu marches, pareil, c'est stylé, mais tout est payant, tu peux rien acheter. Et il y a vraiment ce truc de mine de rien, c'est cher, quoi. Et ça, aujourd'hui, je suis adulte. Paris, c'est une ville, si t'as pas d'argent, elle te défonce la ville. La ville, elle te met mal, tu te sens comme une merde à Paris si t'as pas d'argent. Et t'as gardé tes potes de lycée quelques-uns, mon meilleur pote Stan, c'est toujours mon pote, c'est mon associé de ma boîte aujourd'hui. Donc on est potes depuis là, on serait depuis le collège, donc c'est toujours mon meilleur pote et c'est mon frère même. Donc tes parents ils y sont toujours? Ouais, mes parents sont toujours là-bas. Ouais, ma petite soeur, j'y vais, j'essaie. Ça me fait du bien. Franchement, j'aime trop y aller. Le trajet il est long. En fait, c'est dire que j'ai commencé à écrire dans ces trajets longs. Il y avait rien à faire et j'avais toujours un petit cahier, donc je grattais des slams, je grattais des idées, je grattais des trucs. Il y a plein de trucs que j'écris qui sont aujourd'hui sur scène qui sont des idées d'il y a longtemps. J'ai toujours ce truc là et en fait mine de rien c'est l'avantage des longs trajets. Et moi je me souviens c'est ma première claque d'inégalité. J'étais au collège à Persan, c'est un collège, on dirait une prison. Vraiment, il est moche. Le collège Georges Brassens, il était moche. On était 36, 37 par classe, nul. Je me suis dit, mais
T'avais 11 de moyenne, t'étais un intello, quoi. Les profs, ils faisaient trop de la peine, ils arrivaient pas à nous gérer, quoi. On était trop. Et je me souviens, il y avait un truc à l'Isle-Adam, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que cette ville où tout le monde est. Et bien, ils ont des chausseurs que j'avais vu qu'à la télé, leur école, parce que c'était les trucs. Je sais pas si tu te souviens, les Olympiades. Quand tu fais entre écoles, là, truc de. Tout le monde se tapait, normalement. Hein? Tout le monde finit par se taper. Ouais, parce que t'es en embrouille, tu trouves en 2 secondes, t'es en embrouille avec un autre gars. Et putain, on avait été à l'Isle-Adam, ça m'avait marqué. J'ai dit, putain, mais c'est quoi ce collège? Non, c'était pas ça du tout. Et je me souviens, c'est le premier choc. Ça ressemble à un collège déjà. Ouais, ça ressemble à une école. Et t'as l'impression, parfois, ça ressemble à une prison, limite pour conditionner. Mais mec, je te montre une photo du collège de Persan. Moi, je donne des cours d'écriture, j'ai des cours d'échecs en prison. Ça ressemble à une prison. J'étais à la prison de Bonarcy, à Villepinte, à Oni. Le collège de Persan, c'est le même architecte qui a fait le. T'aurais une mesure pour Persan? C'est de l'accès à l'imaginaire, tu disais tout à l'heure? Ouais, il y a plus de sorties. Il faut que ces jeunes-là sortent plus de là. Faut pas parce qu'après, t'en restes enfermé. Et c'est trop tard. La vie, mine de rien, t'as 22, 23 ans, t'as connu que les mêmes personnes, tu visualises pas que tu peux faire autre chose. Il y a l'Isle-Adam déjà, pour être des Nike Air. Non, faut qu'on sache pas. Mais il y a un peu de ça, en fait. Plus de trucs pour les jeunes, mais ça arrive plus. Avec les petites personnes, j'ai un club d'échecs, j'ai créé un avec mes petites sœurs et la MJC de Persan, qu'on aura se connecter à notre ville, un truc qui s'appelle Jeunes et Pions. On a repris la phase de SAS, Jeunes et Cons. L'idée, en fait, on organise un tournoi d'échecs à la Tour Eiffel, et c'est les petites personnes qui nous aident à l'organiser. Ils n'ont jamais été à la Tour Eiffel, et ils viennent. Donc c'est eux qui s'occupent du tournoi, qui accueillent les enfants, qui viennent de toute l'île de France, voire de la France pour ce tournoi d'échecs. Ça leur fait voir des trucs qu'ils n'avaient pas vu. Donc c'est ce genre de trucs là, moi je le fais à mon échelle, il y a d'autres gens qui le font. Plus de trucs comme ça, qui te montrent que. Et je parle avec les petits, ils ont plus l'esprit ouvert que moi j'aurais pu l'avoir à leur âge. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut. Ouais. Et toi après t'as fait une école de commerce, c'est ça? Ouais, j'ai fait un DUT à Sarcelles. Donc j'ai fait collège Persan, lycée Beaumont, DUT Sarcelles, lycée catastrophique. Mon lycée, quand on a eu le bac, c'était le pire lycée de France. 50% de taux de réussite au bac. Ouais, le pire, vraiment le pire. Alors moi je me faisais la réflexion là, je me disais, toi je te voyais bien comme le deuxième de la classe, qui pourrait être premier mais qui fait deuxième exprès pour pas se prendre des poulettes. Mais exactement ça. J'étais très bon en dictée, je faisais exprès de faire des fautes pour pas avoir 20. Je comprenais vite parce que je suis curieux de nature, mais il fallait pas que je sois premier, ça me correspondait pas. Non, mais par contre j'avais des bonnes notes. Il y avait un peu ce truc là. Pour pas être trop un télo non plus. Ouais. Ce truc de. Tu sais, le gars qui se met au premier rang, il se prend des boules. Ouais, non mais clairement. Il rentre chez lui genre. Il fallait que je m'intègre. Donc il y avait ce truc de exactement, à pas être premier, pas deuxième non plus, mais milieu, tranquille. Tu sais qu'aujourd'hui mon chiffre préféré c'est le 11, et ça a toujours été le 11. J'étais le gars de 11 c'est cool, 11, 12, 13 c'est cool. Et parce que ça suffit. Je me suis rapidement rendu compte à l'école que ça sert à rien de trop travailler. Premier, ça ne sert pas. Je sais pas où j'ai dû avoir un truc jeune, et j'ai même une blague dessus. Quelqu'un a des nouvelles des premiers de la classe? Parce que en fait, ça ne vaut pas le coup. T'es enfant, personne ne t'aime. T'es adulte, t'as pas beaucoup d'amis parce que toute ton enfance, personne t'a aimé. C'est pas une bonne position du tout, quoi. Donc, je me suis rapidement rendu compte que l'école, il faut juste avoir les diplômes, la note, et tu passes, et tu vas à autre chose. Ah ouais, je suis un peu d'accord, mais c'est marrant. Moi, j'étais au lycée Condorcet, qui est un des vraiment meilleurs. Ouais, je vois, ils ont 17e, public. C'est dans le 9e, c'est à Saint-Laz. Ah oui, ok, je vois où il est. Et c'était le lycée où tous les weirdos se retrouvaient. Et enfin, étaient genre, ah, c'est trop cool, on est entre eux. Mais c'est que des gens chelous. Ok, et pourquoi ils étaient là-bas? Juste parce qu'ils étaient premiers, enfin c'était vraiment mais super bons. Mais putain, mais déjà c'est un lycée dans lequel il y a des un environnement archi permissif. C'est bon maintenant, vous avez souffert jusqu'à présent, maintenant c'est bon. Vous êtes entre vous. Et je me souviens le premier jour, le principal il nous accueille, il nous dit vous allez voir là, quand vous allez sortir, vous allez voir il y a plein de lycéens là. Ils ont pas cours, ils sont juste là parce qu'ils sont contents d'être là. Vous allez voir, dans 3 mois, 6 mois, vous resterez juste, même quand vous n'avez pas cours, vous resterez toute la journée. Évidemment, on avait cours, on finissait à 11h et à 18h, on passait sur le banc, on parlait, on allait à la Fnac lire des BD, on revenait jouer au basket. Vraiment, c'était. Putain, toi, tu viens de dire un truc, t'es allé à la Fnac lire des BD. Ça te permet d'ouvrir à la culture, à la littérature. Pas de Fnac pour lire des BD. Donc du coup, tu fais DUT, DUT, Sarcelles. Et après, tu dis, bon, la banlieue nord.
Ça va. C'est littéralement ce que j'ai fait. Je connais. C'est littéralement ce que j'ai fait. Je me suis dit, il faut que je sentais qu'il fallait que je vois autre chose. J'ai pris la carte. C'est vraiment comme ça. C'est comme ça que j'ai fait. Je suis parti à Pau. T'as dit, ok, il faut que je quitte cet endroit parce que il faut que je vois autre chose. Il faut que je vois autre chose parce que sinon ça va me limiter et que il faut que je comprenne la France, il faut que je comprenne le monde, il faut que je vois autre chose. Et j'ai été à Pau. Et parce que c'était loin et parce que je connaissais pas du tout. Et parce que après c'est ma personnalité qui est comme ça aussi. Le confort, ça me plaît pas plus que ça, donc ça me gêne pas de. Mais j'ai perdu mes potes entre guillemets à ce moment-là. J'ai pris le risque pour voir, et ça m'a fait une claque. Mec, tu grandis. Mais je me suis battu le premier jour où je suis arrivé. Ils ont voulu me bisuter. Ils ont fait une espèce de messe noire. Moi, le bisutage, c'est un truc que je ne connais pas. C'est un truc de confrérie. C'est un truc de. C'est un truc de gogol, mais c'est pas du tout dans les codes de la banlieue. Mais pas du tout. Donc j'arrive, il y a une messe noire, donc ils nous font. Il y a une espèce d'accueil où tu passes un QCM pour dire dans quelle classe tu vas être. C'est un faux truc. Et donc on répond en question, on est tous dans toute la promo et tout. On arrive, en fait, après il y a du noir complet, il y a des mecs arrivés cagoulés et tout. Donc bon, j'observe, j'essaie de comprendre. Et là, ils font des vannes sur demande. Je sais pas, il y a un mec qui s'appelle Olivier Quenel, ils l'ont dit, tu dois manger 3 kilos de quenelle devant tout le monde. Quenelle cru comme ça. C'est que des blagues comme ça, que des trucs comme ça. Il a gerbé partout, mais des blagues pas marrantes. Et moi, je sais plus ce que c'était. Ils m'ont attrapé, et ils m'ont commencé à mettre de la farine sur moi, des œufs, trucs. Et je sais, mais non, c'est mort. Il y avait toute la promo qui me regardait. Et moi, je me débattais, si tu me fais ça, je suis défoncé. Et toute la promo, elle me regarde. Lâche-moi, je vais te péter ta tête. Et là, il commence à me tirer à plusieurs et à me sortir du truc. Et là, je commence à mettre des patates et tout. C'est mon premier jour, je viens d'arriver. Mais parce qu'en fait, mon gars, j'ai pas tes codes, moi. Tu as voulu m'attraper, t'as voulu. Mais en fait, j'étais pas venu là pour ça. Et après, c'est bien passé. Après, ça s'est bien passé. Ils se sont rendus compte. Après, je suis devenu pote avec les gens parce que je suis quand même assez social. Mais il y a des limites dans ma truc et je me suis. Le truc de se confronter à une culture qui est pas la tienne, je l'ai confronté tout de suite. Le rugby, mais je connaissais pas le rugby, moi. Il y a que les gens qui jouent au rugby et qui se pètent des bières sur le front. Je les connaissais pas. C'est une culture. C'est une culture. Les férias, mais c'est une culture intéressante qui est littéralement rien à voir avec la culture de la banlieue parisienne. Mais c'est des êtres humains, donc tu apprends à les connaître. J'étais en coloc avec un mec du sud-ouest, et donc tu commences à comprendre les codes, à comprendre que l'être humain, en fait, on est différent un peu partout. Et ça paraît stupide, ça fait un peu utopique, mais ça t'ouvre l'esprit. Après, je suis parti en Argentine parce que je voulais encore voir une autre... Comment tu définirais la culture du sud-ouest? Non, d'abord de banlieue parisienne, enfin de banlieue nord en tout cas. La culture banlieusarde, elle est très fermée sur elle-même. Elle est très très fermée sur elle-même. Elle est d'extérieur, elle fait peur aux gens. Elle fait peur, on est conscient, elle fait peur aux gens parce que ça c'est les médias qui. Ah putain, je te dis une phrase que je suis arrivé à Pau. Je parlais avec une meuf qui s'appelle Chacho, Anne-Charlotte. Aujourd'hui on est potes, y a pas de, on s'entend bien. Mais je me souviens toujours cette phrase-là. C'était à l'époque des émeutes en banlieue. Il y a eu la mort de Zedebouna. 2005. 2005, donc quelques temps après. Donc moi j'ai rentré en école en 2007, je crois, école de commerce, J'ai le bac en 2004. Non, j'ai le bac en 2001. Bon bref, en 2007, je rentre en école de commerce comme ça, 2007-2008. Et donc, c'était encore frais dans la tête des gens, Zedebouna qui m'a fait en 2005. Et elle me dit, tu vois, on commence à s'entendre correctement un peu et tout. Et là, tu vois qu'elle est un peu curieuse. Tu vois, un peu comme ceux qui veulent... Elle me fait, tu viens de banlieue? Elle a grandi sud-ouest, elle a jamais quitté le sud-ouest, elle est jamais venue. Elle était à Paris voir la Tour Eiffel, elle a jamais été vue la banlieue. Donc la banlieue, c'est vraiment un mythe pour elle. Elle fait, c'est vrai que c'est un peu comme la Tchétchénie. Et attends, mais d'où vient son information? Et c'est là, en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, putain, mais c'est presque pas de sa faute. Ou, qu'est-ce qu'elle a eu comme information pour qu'elle compare la banlieue parisienne à la Tchétchénie? Déjà, même moi qui viens de banlieue, je sais même pas comment c'est la Tchétchénie. Personne ne sait comment c'est la Tchétchénie. Mais je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont comme info? Donc je me dis, ça fait peur extrêmement aux gens. Et c'est les médias qui font ça. C'est les médias. Moi, je suis un grand Renoir, je traîne avec 3-4 potes, avec mon pote Stan. En fait, on fait peur. Je fais peur. Tu me mets la nuit, je sais que je fais peur à des personnes. Je suis un mec sympa, mais je sais que l'inconscient collectif fait peur. Et c'est ancré, c'est dur. Et ça, donc c'est un truc qui est... Et même nous, entre nous, parfois on a peur. La fois, par contre, je suis vers chez moi, il y a 2 mecs. La scène est assez marrante. Il y a 3 mecs. Ils s'arrêtent en voiture, ils ont une vieille caisse, une Golf 4, un truc comme ça et tout. Je vide teinté et tout. Et j'entends, et je rentre, moi j'ai un sweat LAN. LAN, c'est la marque de Lucas Ballot, L-A-N. Donc c'est un sweat un peu noir et tout. Je fais, toi! Et je fais, wow. Et je suis tout seul. Je fais, ouais.
Et dès qu'il y a un gars qui te parle, ta voix devient plus grave. Tu sais pas, tu te dis, ouais. Et franchement, honnêtement, j'ai un peu peur. Ils baissent leur vitre. Qu'est-ce qu'ils me veulent, le frérot, là? Il s'arrête juste à côté de moi. Il fait, il est stylé ton pull. Tu connais bien le Caballo? Je fais, ah, il est, ouais, grave. Enfin, c'est lourd, bien joué. Et ils repartent. Honnêtement, et après, je dis, pourquoi j'ai eu peur? Mais parce que c'est parce que les images qu'on nous rentre, eh ben, elles sont comme ça. Ouais. Après, c'est Bill Burr qui a cette blague où il disait, tu peux être la meilleure personne du monde à 3h du mat dans une allée sombre, il n'y a plus de pensée positive. Ouais, il y a cette peur. Il y a plus bien de sûr. Happy, tout ça, c'est fini. T'es là, genre, vas-y, c'est bon. Ça doit être la nature humaine aussi. Moi, les rugbyman bourrés du Sud-Ouest, ils me faisaient flipper la nuit. Ils sont flippants. Franchement, ils me faisaient peur. Ouais. Dès qu'ils commençaient à être bourrés, en fait, je m'imaginais qu'ils pouvaient m'attraper et me pendre à un arbre. Je te jure, je pensais ça. Ouais. Ils me faisaient peur. Ouais. Il sort un coup de folie, on attrape le nègre. Il me faisait flipper. Ouais. Et donc, moi, je les voyais, je changeais de trottoir. C'est quoi le truc que t'as compris en traversant quand même les strates, tu vois, de la société française enfin, mais tu vois. Le réseau, c'est les gens que tu connais. Si tu connais personne, ça va être dur qu'il t'arrive quelque chose. Il faut connaître les gens. Et je m'en suis rendu compte très rapidement qu'en fait la force de ces gens, des jeunes que je connaissais pas, de familles riches, ils connaissent des gens. Donc tout est beaucoup plus facile. Mais quand je te dis que là où j'ai grandi, bah tu connais personne. Bah, en fait, donc ça te fait que la porte, on est tous à une, c'est la théorie des 6 degrés de séparation. On est tous à 5 personnes de Obama. Et c'est vrai, en fait. Et aujourd'hui, enfin, à 16 ans, j'étais vraiment, je pense, il fallait que j'aille jusqu'à la 6e personne pour connaître Obama. Aujourd'hui, je suis à 2 personnes. Tu vois, et c'est ça, en fait. C'est le réseau qui est hyper important. Et plus que ton intelligence, que putain, il y a des cons. Hein. Oh là là, j'en ai rencontré des gens qui ont en école comme ça. Les gens, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Mais c'est pas leur intelligence, c'est leur réseau qui les a mis là. C'est telle ou telle personne. Il suffit pas d'être hyper intelligent pour avoir des diplômes, pour avoir un master aujourd'hui. Hein. Non, et même, je pense, c'est intéressant parce que moi, j'ai fait une école de commerce aussi. Même à réseau. Même à HEC. Ouais. Où tu fais, tout le monde veut les trucs de teubé pour aller je sais pas où. Prize, pour gagner bien sa vie, pour choper des thunes, machin, aller à New York, je sais pas quoi et tout. Et en fait, tu regardes qui les a, c'est toujours les gars, lui son père il est partenaire, lui son père il est truc, lui sa mère elle est ambassadrice et tout. Et tu fais, donc c'est pas vraiment le hasard en fait, tu regardes le classement du réseau des darons et le classement de désirabilité versus les stages qu'ils ont. C'est quasiment un décalcomanique. Mais c'est la nature humaine, ça. Tu peux le dire que c'est pas bien, mais c'est dans la nature humaine. Je me souviens toujours un cours qui m'avait marqué. Quand je suis parti je vais à New York et je suis resté quelques temps à New York et je dormais sur un canapé, je me souviens. C'était les débuts du Airbnb, ça coûtait $10. Mais le mec était crade de ouf. Ouais. Mais je suis parti à Columbia, l'université de Columbia, et je me souviens toujours de ce cours-là. J'arrive à Columbia, j'étais pas inscrit, mais je me suis fait pote avec un gars, il me faisait aller avec lui en cours et tout. Et je vais au cours. Et la prof, elle arrive, c'était vraiment les cours comme à la télé, toi, dans les grandes trucs stylés. Elle dessine une montagne, elle fait un trait comme ça, et elle dit 10, 90. Et là, elle nous dit, d'après vous, de quoi je vais parler? Qu'est-ce que c'est? Et tout le monde a dit, tant que vous n'avez pas trouvé, je commence pas le cours. Et tout le monde dit, oui, c'est l'écart de salaire entre les noirs et les blancs, c'est des trucs entre telle religion, les trucs entre les femmes et les hommes. Tout le monde tente des trucs, Et à la fin, au bout d'une heure, on craque. Putain, elle finit par le dire. Elle fait 10%, c'est le pourcentage de jobs visibles. 90%, c'est le pourcentage de jobs invisibles. Si vous le job, vous le voyez, c'est que c'est déjà trop tard. Et c'est ce que tu dis là, en fait, c'est que la manière dont on recrute, c'est d'abord, on va voir son autour de soi. Donc si t'as pas de connaissance, tu te retrouves avec la concurrence avec l'essentiel de la planète. Alors que si tu connais les gens, tu vas te battre avec 2-3 personnes. Et ça, c'est assez important à prendre en compte. Donc c'est l'importance de connaître les gens. Et pas connaître les gens, genre connaître comme ça. C'est qu'il y a une autre phrase, c'est que pour avoir de la chance, enfin j'aime pas le mot chance, c'est le mot opportunité. Tu as dû connaître parce que c'est prof de l'ESCP qui disait ça. C'est que c'est quoi la chance? C'est d'avoir des opportunités. Et l'opportunité, c'est que pour avoir des opportunités, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toi-même être une opportunité pour les autres gens. Donc c'est pas juste connaître des gens, c'est faut que tu serves. Et même un millionnaire, il peut avoir besoin de toi à l'instant T. Il faut être utile aux gens et les gens auront besoin de toi. Et c'est un truc qu'il faut développer. Une mesure que tu me disais, une mesure en tant que président, c'est j'y pensais, j'étais au Belize il y a pas longtemps et il y avait le Rotary Club.
Les riches, ils sont forts pour créer du réseau. Ils ont du réseau dans le monde entier. Les pauvres, il n'y a pas ça. Un pauvre, un pauvre, il traverse le monde, il arrive, il connaît personne. Aucun riche, aucun expat, il arrive à l'endroit, il connaît personne. Je croirais à un espèce de Rotary Club des pauvres. Comme ça, tu vas c'est pas normal que tu traverses le monde, t'arrives, t'as pas de connaissances, tu sais pas quel travail tu as trouvé, parce qu'en fait, t'as pas de réseau. Les pauvres n'ont pas de réseau. Alors, tu parles du stand-up là. J'ai regardé, tu sais que d'après une de tes bios qui est disponible sur les réseaux, la consécration arrive en 2015 lorsque tu remportes le concours d'humour des talents de 2020. Qui a écrit ça? Déjà, sache que c'est sur ta bio du Fridge. Oh, quel enfer! Putain, l'enfer! J'étais mort, genre, waouh, si c'est ça la consécration. Et puis c'était en 2015, donc ça veut dire qu'en 10 ans, j'ai absolument rien fait. J'ai absolument rien fait. Putain, oh la merde, il faut que je change ça. Je pense que c'est un copier-coller c'est un copier-coller d'un article du Parisien sur lequel je suis tombé après en tapant consécration. Oh l'enfer. Du Parisien récemment? Non, de 2015. Putain. Le même, exactement le même. Oh là 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 c'est là. juste. Bah à l'époque, oui, c'est peut-être une consécration, mais. À l'époque, ouais. Mais, tu mettrais qui au programme comme stand-upper? Ou ça doit rester un truc un peu canaille? Je sais pas, tu sais. Il y a ce côté quand même underground, un peu canaille dans le stand-up. Après, je trouve qu'on a un art qui est très utile pour la nation, c'est qu'on simplifie le complexe. Je mettrais Roman Frécinet. Ouais. J'aime bien son côté philosophe absurde. Ouais. Je mettrais un Jamel Debbouze. Ouais. Pour son côté... tout le monde l'aime et ce côté puis il a tout pété, bonne vibe, il est arrivé, de fou, vu ça, ce côté précurseur, c'est le côté ouverture de porte à plein de gens et tout. Tu peux pas ne pas mettre Jamel Debbouze. On peut dire ce qu'on veut sur lui, tu peux pas ne pas mettre Jamel Debbouze. Je mettrais Charles Soignon, qui est une stand-upeuse que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Je sais qu'elle fait plus de scène en ce moment, mais qui apporte un truc au stand-up de ce côté anthropologique. Autant il est philosophique, Roman, autant il est anthropologique, Charlie. Ok. Et elle a joué en Haïti d'ailleurs. Elle a pas beaucoup aimé. Elle a pas aimé du tout. Elle a pas beaucoup aimé. Elle en parle dans son Netflix de elle qui essaie de jouer à Haïti. Non. Un cas parce qu'elle ressent que de la haine, parce qu'elle est lesbienne, enfin en tout cas elle se présente comme ça à l'époque. C'est pas le pays le plus ouvert par rapport à l'homosexualité à Haïti, très clairement. Ce qui est intéressant, c'est que le stand-up, ça fait bouger les gens dans la salle, mais ça fait aussi bouger la personne sur scène. Mais de fou, évidemment. Il y a des réactions, des trucs, tu découvres des trucs sur toi. Ouais, je pense que notre travail, c'est de se remettre en question régulièrement, de grandir. Si t'es le même stand-upper à 20 ans qu'à 30 ans et le même qu'à 40 ans, c'est que t'as raté un truc, T'es censé évoluer et progresser en tant qu'être humain. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un job incroyable pour ça. C'est que beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas cette chance-là. Quand t'es salarié, on te demande même pas de te remettre en question. Tes compétences, elles avancent, tu maîtrises de mieux en mieux ton taf. Et au contraire, tu te remets sur tes acquis. Quand t'es humoriste, tu n'as pas le choix de te remettre en question. Sinon, ta carrière, elle peut pas tenir. Et donc, faut que tu analyses le monde, t'affines ta vision, tu t'adaptes à ton monde qui est au-dessus de toi. Toi, t'es juste un petit pion dans un... Les dieux du stand-up sont très justes. Ah bah ouais. Si ils sentent de la paresse ou de la complaisance, ils sont là pour te mettre une balayette. Ah ouais. Non. Dans la scène qui suit, c'est même pas dans 6 mois, machin, c'est genre demain soir. Ah ouais. Ils sont là avec leur fusil à pompe, genre vas-y, va sur la scène. Et voilà, non. c'est fini. Tu peux pas du tout te reposer sur tes acquis dans le stand-up. Ah non. La dernière fois que je t'ai vu là sur scène, c'était, je pense, au Joke. Ok. Je pense que c'était au Joke. Et tu faisais la blague de je vais vous parler d'écologie. Ouais. J'ai plus une tête à vous dire d'ouvrir votre sac, mais je vais vous parler d'écologie. Ouais. Donc toi, t'as des sujets, ton spectacle d'avant, c'était l'argent. Le spectacle actuel, c'est l'écologie. Ouais. Est-ce que t'as ce truc où parfois tu te dis, la France, le public français n'est pas prêt à voir un Renoir leur parler de ces sujets-là, leur parler d'écologie, leur parler d'argent, enfin tu vois, de ces sujets-là. Ouais, j'en suis persuadé. En fait, Einstein, il dit une phrase qui est... Bon, c'est relou, je cite Einstein, mais j'adore cette citation. Il dit « C'est plus facile de détruire un atome qu'un préjugé ». Et c'est vrai, de ouf. En fait, on a des préjugés et ils sont très durs à déconstruire. Et donc, quand tu vois un homme noir, ton cerveau en 2 secondes, il pense ça. Et c'est pas en 2 secondes que tu vas le désamorcer. Donc, littéralement, moi, je fais des vannes dans plein de lieux écolos en ce moment. Il y a que
parce que je travaille et que c'est marrant qu'on me valide. Ouais. Mais quand je commence, on me valide pas du tout. Ouais. Et non, t'es pas écolo, tu portes pas les mêmes vêtements que nous, t'as pas la même tenue que nous, ça se voit que tu as pas les mêmes bars que nous, tu vois pas les mêmes bières sans gluten que nous. C'est pas ça être écolo. Ouais. En fait, je remets en cause, j'accepte. Je sais qu'il y a cette barrière. Ouais. Par contre, le stand-up, c'est d'être au-dessus de ça. Et même les gens la manière dont les préjugés que vous avez, bah, c'est que des préjugés. L'écologie, c'est au-dessus de vous. L'argent, c'est au-dessus de vous. C'est international, c'est mondial, c'est pas que votre problème là. Et d'ailleurs, vous l'avez approprié. C'est un problème, tu vas en Haïti, tu vas en Inde, c'est pas le problème des bobos. Je défonce un peu les bobos pour ça. L'écologie, c'est que, au Cameroun, c'est vrai que je pourrais travailler dedans, dans l'agriculture, dans le photovoltaïque, dans l'éolien, alors que ça peut être normalement, c'est les métiers de l'avenir. Et bah, arrêtez de les approprier, il faut qu'ils soient pour un peu tout le monde. Donc j'essaye de montrer que c'est universel. Je parle pas en tant que certes pâturage, je parle en tant qu'être humain. Ouais. C'est pas votre sujet, c'est le sujet de tout le monde. T'as eu des trucs tu sais, où t'as senti que les gens disaient c'est pour toi, je sais pas quoi. Une force que je peux avoir, c'est que j'en ai absolument rien à carrer de ce que les gens y pensent. Ah ouais. J'ai vu le regard, je te regarde, frérot, je m'en bats les couilles. Ouais. Franchement, ton avis, il m'impacte pas du tout. Ouais. Tu payes pas mes factures. Si demain, dans 2 minutes, tu le même, ça n'a aucun impact sur moi. Ouais. Tu peux me détester. Je sais, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi des gens qui m'aimaient pas. C'est ça. Donc, je suis complètement hermétique à ça. Mais vraiment, donc, ça fait une force, mine de rien. Ouais, mais après, en tant que stand-upper, faut quand même que le public, à un moment ou à un autre, finisse par que tu l'emportes, non? Le truc, c'est que je dis que tu m'aimes pas en entrant. C'est pas dire que tu m'aimeras pas en sortant. D'accord. En sortant, je vais le prendre en compte. Okay. Mais en sortant, tu vas rigoler. Ouais. Parce que, en fait, j'ai touché ton humanité. Tu m'aimes pas, c'est presque pas de ta faute. Ouais. Tu m'aimes pas parce que tu me connais pas, parce que tu te demandes ce que je fais là. Mes prémices vont faire en sorte que tu comprennes pourquoi. J'ai commencé sur l'argent. C'est. Je dis que mon père me disait une phrase quand j'étais jeune. Il me disait, en fait, je me suis rendu compte assez jeune que j'avais pas d'argent. Ouais. Et parce qu'on me disait que j'avais pas des Nike et des trucs comme ça. Et j'ai une phrase que mon père m'a sortie, je dis, en fait, mon fils, on n'est pas pauvre. On n'a juste pas d'argent. Donc en fait, déjà, tu me considères comme un pauvre, même moi je me considère pas comme un pauvre. Ouais. J'ai pas d'argent, c'est vrai, mais je suis pas pauvre. Ouais. Donc, et pauvre, c'est un état de fait. Ouais. Donc en tant que personne qui comprend ça, bah, je peux parler des riches, des pauvres, m'en fous. J'ai enlevé cette partie de pauvreté. Je suis pas pauvre. Juste pas d'argent, c'est un truc de. Ça dépend comment. Un mec qui gagne 10 000 euros, un mec qui gagne 1 million, pour lui, 10 000, il est pauvre. C'est un état de fait, donc on enlève ça. L'écologie, je dis, les gens, ils aiment pas les écolos parce qu'en fait, c'est pas les écolos c'est qu'ils ils comprennent pas le sujet. Ouais. Et c'est parce que c'est plus facile de dire que c'est la faute de l'autre que c'est notre faute à nous. Et donc, c'est pas toi, c'est les gens en global. Les gentils nous énervent. C'est ce que je dis, les gens qui sont gentils, pourquoi C'est parce qu'en fait, ça renvoie que nous, on n'est pas ouf. Ouais. C'est pour ça que donc, je reviens à la base de l'humanité, ce qui fait qu'après, je peux parler de n'importe quel sujet. Et est-ce qu'à l'inverse, parfois, de l'autre côté, Ouais. c'est-à-dire que parfois t'arrives, je sais pas, dans un truc un peu plus street, tu vois, comme il peut y avoir un stand-up, Ouais. tu vois, t'as un style un petit peu bobo, Ouais. un petit peu propre sur toi, tu vis, je sais pas où, à Paris et tout. Est-ce qu'il y a un truc de la street te dévalide, ou tu vois, où tu ressens parfois ce truc-là, ou pas du tout Tu sais, ce que me dévalide, je sais pas. Peut-être certains, probablement, mais c'est la même chose que pour les bobos. Hein. Je m'en bats les couilles un peu quelque part. C'est que je suis ce que je suis, tu sais. Je suis un gars qui a grandi en banlieue, mais qui est parti vivre dans le sud-ouest et qui a eu la chance un peu de voyager, qui s'est donné les moyens. J'ai été serveur, j'ai été livreur à vélo quand j'ai commencé ma cardio. J'ai pas besoin de jugement de valeur. Je suis ce que je suis. Et en fait, je suis grave proche de toi et je vais arriver à te convaincre, en fait. Okay. À la fin du truc, et ben, dans la rue, ma meuf qui est là, assez bobo. Tout à l'heure, on marche dans la rue, il y a un mec elle me dit, on n'a pas le même public. Ma meuf, elle est actrice et elle a un public qui est beaucoup plus bobo et tout. Moi, mon public, tu sais, ceux qui me reconnaissent dans la rue, c'est des mecs comme moi. C'est des mecs. Là, il y a un mec qui est dans T-Max tout à l'heure et il lève son scooter. Il fait, je kiffe ce que tu fais et il se casse. Donc en fait, c'est pas vrai. Je suis pas invalidé. C'est que mon public, je vois là, on se check fort et on se comme j'ai grandi. C'est des gens qui. Là, j'ai un sketch sur. Je dis que moi, les meilleurs alliés de l'écologie, c'est il faut qu'ils mettent Nino. Il fait 2 stades de France. Il dit aux gens poubelle,
jaune, poubelle. Les gens disent putain, Nino, il kiffe l'écologie, ok. Parce qu'en fait, la banlieue influence pas là, mais j'en suis persuadé que c'est une espèce de haine, amour, qu'il y a un truc. C'est qu'on est beaucoup plus. Ouais, moi j'ai découvert Booba en école de commerce. Mais Booba, c'est. Non, mais je te dis, après, ça montre aussi qu'il est très compatible avec l'ultralibéralisme. Évidemment, il a un capitaliste de ouf, mais qui a gardé des codes, c'est que des codes en fait. T'es sur TikTok? Tu regardes un peu TikTok? Ouais. Leur algorithme, il est. J'ai jamais vu un truc aussi puissant de ma vie. Ouais. Il est parfait. Il m'envoie aussi pas mal d'influenceurs, entrepreneurs, mes couilles, machin et tout ça. Moi, ils me font hurler de rire parce que tu sens que leur job, c'est pas d'être des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs bidons. C'est pas 100%. Ah non, c'est pas leur taf. Ce vrai taf, c'est de faire du TikTok pour être gros, pour avoir 1 million d'abonnés, pour vendre des formations à 500 balles. Et la formation, je suis sûr que c'est expliquer à un autre gars comment vendre une formation. Enfin, vraiment, c'est un schéma de Ponzi incroyable. Vraiment basique. Ouais, de fou. Tu vois. Mais j'aime bien parce qu'il y a un truc, il y a un truc un peu positif, genre je vais vous faire une Tesla, Vador. Ah non, tu vas me faire une Tesla. Ils ont un truc mignon aussi, touchant quoi. Et puis. Juste mettre bien les gens. Ouais. Se mettre bien en fait, c'est le rêve de tout le monde. Hein, bah, de fou, dans le monde dans lequel on vit, c'est genre mettre la daronne à l'abri, tu vois, littéralement. De ouf. Mais c'est des gogoles quand même sur le fond, tu vois. Et ce qu'ils font est pas. Enfin, c'est une arnaque en fait. Ouais, c'est un peu une arnaque. C'est bons arnaqueurs, ils sont très forts. Et puis après, ils t'arnaquent pas des millions, donc ils t'arnaquent un peu, mais ils arnaquent à beaucoup de gens. Ouais, donc, c'est à grande échelle, ouais. C'est un très beau schéma de Ponzi, c'est vraiment magnifique. Bien fait. Mais ils ont un truc positif et tout. Toi aussi, je trouve que t'as un truc positif. En plus, t'as monté des boîtes, t'as des projets, t'as des machins. C'est quoi la différence entre ta manière d'être positif à toi et leur manière d'être positif à eux? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Bah, j'ai rien à vendre. Quand je dis j'ai rien à vendre, à part des spectacles, des choses comme ça, mais je vends pas ma. Enfin, eux, leur manière, c'est qu'effectivement, il faut plein de gens pour que ça achète. Et il y a quand même ce côté marketing. Enfin, à la fin, ils vont compter le nombre de clics. Ce truc. À aucun moment, je fais ça, quoi. À aucun moment, je fais ça. Moi, la manière dont je bosse, c'est j'essaie de bien faire pour être que mon produit, j'ai dit le mot produit comme un mercateur le dirait, comme eux, ils pourraient le dire, il soit. Tu peux pas, tu le veux en fait. C'est-à-dire que je focus sur le produit. Je veux savoir que mon spectacle il soit bien. Je suis très mauvais en com. Je suis très mauvais en marque. Je suis pas très bon, hein. Je me considère pas être très bon. Je sais pas, tes affiches, il y a du. Enfin, tu vois. Ouais, tu trouves? Après, je serais peut-être j'ai du mal à me juger. L'argent, il était. Enfin, celle dont je me souviens, c'était l'argent. Il était comme ça, là. Ouais. Moi, je l'avais trouvé pas mal, cette affiche. Ok. Peut-être. Je les connais pas toutes, hein. Non. J'en sais rien. J'ai pas des milliers d'abonnés, je suis pas. Ça me saoule en fait de m'occuper de ça, je te cache pas que ça me saoule un peu les réseaux sociaux. En fait, j'aime bien montrer par l'exemple, mais en faisant. Et en parlant, je trouve que l'échange, le savoir, c'est l'une des choses les plus incroyables qui soient. Tu vois, ces mecs-là, ils le vendent malheureusement, alors que putain, ils n'ont pas besoin de le vendre. Si je te donne 100 balles, moi je perds 100 balles. Mais si je t'apprends des trucs, je continue à avoir mon savoir et toi tu l'as. En fait, c'est ce que j'essaie de faire au maximum, c'est que il y a beaucoup d'humoristes qui m'envoient des messages, certes, est-ce que on pourrait se parler et tout, avec plaisir. Qu'est-ce que j'ai à perdre à donner des conseils aux gens, à donner des informations. J'ai rien à perdre à le faire parce que je continue à avoir mes informations à moi. Et en plus, même ce que j'ai à gagner, c'est que on m'aime bien et que tout est bénéfique. Donc c'est ma manière de fonctionner, c'est de donner de l'information gratuitement. Et globalement, tu donnes, tu reçois. J'ai vraiment ce truc un peu naïf du ton, de l'échange. Après, question. Dis-moi. Je pense que t'as aidé plein de gens à une époque ou à une autre, à bouffer, à payer leur loyer, à avoir leur intermittence et tout. Est-ce que t'as un mec à qui on dit beaucoup merci? Je sais pas. J'aime pas beaucoup qu'on me dise merci. Ça me met mal à l'aise. Ah ouais, non, vraiment, ça me met mal à l'aise. Donc. Il y a les langages de l'amour que j'ai écrit mon spectacle sur l'amour, vraiment pas qu'en sens couple, hein, l'amour amitié, ça vient de la même base latine et tout, même la connexion entre les êtres humains quoi. Il y a des gens, moi je suis pas quelqu'un dis-moi je t'aime, j'ai pas besoin de ça. Par contre, c'est dans la reconnaissance un peu quotidienne, on s'échange des choses, on se donne des choses, c'est plus que dans ce sens-là. C'est pour ça que je pense que je suis autant fan de l'argent et autant fan de l'échange, d'être utile à quelqu'un d'autre. Si, je sais pas,
je t'ai aidé en 2015, j'en sais rien. Et ben en 2019, tu t'en as pas oublié. Tu me dis, tiens, certes, j'ai un truc là, un plan. Puis ça me suffit en fait. Et je me souviendrai de ça. Je ne me souviens pas que tu m'aies dit merci. Mais que si tu m'as dit merci et que tu m'aides jamais derrière, bah en fait, ça ne sert à rien du tout. En fait. Ton merci, il n'a aucun impact. Il y a différentes manières de dire merci. Ouais, voilà, il y a différentes manières de dire merci. Moi, je suis plutôt un mec qui dit merci en rendant quand je peux rendre. C'est bon, les gens te mettent assez bien. Je sais pas vraiment attention. Je compte pas le nombre de services rendus pour voir que. Mais je trouve que c'est ma manière à moi en tout cas de. Mesure finale. Si vous êtes gentil, si vous avez un bon cœur, il y en a plein. Hein. Faites des trucs. Je pense que le mal se développe à cause de l'inaction des gens de bien. Et on est plein, je pense, à pas être bon, à pas être méchant et tout. Et on fait pas grand chose parce qu'on pense que quelqu'un d'autre le fera. Les gens gentils font pas ces trucs. Donc si vous êtes gentil, faites des trucs. Ok. Merci, tu me rends les pouvoirs. Je te rends ton pouvoir. Merci. Et le blanc, il finit toujours par reprendre le pouvoir à la fin. Toujours comme ça. Ah, ça va mieux. Ah. La petite tradition là que j'essaie d'imposer en France, c'est que tu prends un livre ou un magazine dans la bibliothèque. Ah, de ouf.